Durant l'hiver 1939, au milieu de forêts enneigées et de températures atteignant -40 degrés, un seul homme allait devenir une légende. Son nom était Simo Häyhä, un fermier et chasseur finlandais qui, armé d'un simple fusil, allait changer le cours de la guerre contre un ennemi bien plus puissant, l'armée rouge de l'Union soviétique. L'histoire commence avec ce que l'on appelle la guerre d'hiver, menée entre la Finlande et l'Union soviétique. En novembre 1939, Joseph Staline ordonna l'invasion du territoire finlandais. L'objectif était d'annexer des zones stratégiques proches de Leningrad, garantissant ainsi une plus grande sécurité à l'Union soviétique. La Finlande était un petit pays, avec un peu plus de 3 millions d'habitants. L'armée rouge comptait plus d'1 million de soldats, des chars modernes et une aviation nombreuse. Les Finlandais, quant à eux, disposaient d'environ 300 000 hommes, mal équipés mais extrêmement motivés pour défendre leur patrie. Le plateau à champ de bataille était brutal, des forêts denses, des lacs gelés et de longues nuits d'hiver. Pour les soviétiques, habitués au combat en terrain découvert, la géographie finlandaise était un cauchemar. Pour les locaux, cependant, elle était une alliée. Les soldats finlandais portaient des tenues de camouflage blanches, se confondant avec la neige. Ils se déplaçaient à ski, rapides et silencieux. Ils connaissaient chaque sentier, chaque colline, chaque point stratégique. C'est dans ce décor qu'apparut Simo Häyhä. Né en 1905 dans un petit village nommé Rojärvi, il était un homme simple, agriculteur, chasseur et membre de la garde civile finlandaise. Avant la guerre, il passait des heures à chasser dans la forêt, développant une précision de tir quasi surhumaine. Il ne mesurait qu'1,60 m, mais sa résistance physique et sa discipline étaient remarquables. Quand l'Union soviétique envahit le pays, il se porta volontaire. Alors que de nombreux snipers utilisaient des lunettes de visée télescopique, Häyhä préférait son fusil Mosin Nagant M28 sans lunettes. Il pensait que la lunette reflétait la lumière du soleil et pouvait révéler sa position. De plus, la posture plus basse adoptée pour viser sans lunettes le rendait moins visible. Pour ne pas être détecté, il mettait de la neige dans sa bouche, afin d'éviter que la vapeur de sa respiration ne soit visible. Dans la région de Kola, où se déroulèrent certaines des batailles les plus intenses de la guerre, d'hiver, Häyhä commença à se distinguer. En quelques jours, il avait déjà abattu des dizaines de soldats soviétiques. Sa précision était légendaire. Les récits indiquent qu'il manquait rarement son tir. Les soviétiques commencèrent à l'appeler la mort blanche. Mais ce qui avait commencé comme l'action d'un simple chasseur allait bientôt se transformer en l'un des plus grands exploits individuels de l'histoire militaire. Chaque jour, le nombre de pertes attribuées à Häyhä augmentait, semant la peur parmi les soldats soviétiques et faisant de lui un mythe vivant. Au fil des jours sur la ligne de front, le nom de Simo Häyhä commença à se répandre parmi les soldats finlandais et aussi parmi les soviétiques. Son habileté était si précise qu'il semblait impossible de croire qu'un seul homme puisse avoir un tel impact. Les estimations indiquent qu'en quelques semaines seulement, il avait déjà abattu plus d'une centaine d'ennemis. Le plus impressionnant était la manière dont il procédait, silencieux, patient et presque invisible. Häyhä maîtrisait le terrain comme peu d'autres. Il choisissait ses positions de tir avec soin, profitant toujours de la neige et de la végétation pour se camoufler. Il tassait la neige devant lui pour éviter que le tir ne soulève de la poussière blanche. Il mettait de la neige dans sa bouche pour que la vapeur de sa respiration ne soit pas visible dans l'air glacial. Il restait immobile pendant des heures, supportant des températures extrêmes jusqu'à ce que la cible soit à portée. Les soviétiques comprirent vite qu'ils faisaient face à un ennemi hors du commun. Des troupes entières commencèrent à craindre de traverser certaines zones, sachant qu'à tout moment, elles pourraient être touchées par un tir invisible. Pour tenter de le neutraliser, ils envoyèrent leurs propres snipers, mais aucun ne parvint à le localiser. Ils eurent également recours à des bombardements d'artillerie.
tirant sur des forêts entières pour tenter d'éliminer le tireur solitaire. Rien ne fonctionnait. Les récits de l'époque décrivent Eiha réalisant des dizaines de tirs mortels en une seule journée. En un peu plus de 3 mois, il accumula des chiffres qu'aucun autre sniper de l'histoire n'a réussi à égaler en si peu de temps. On estime qu'il a abattu plus de 500 soldats soviétiques, tous confirmés par des témoins de son unité. Cet exploit lui valut le surnom de Mort Blanche, un nom qui se répandit rapidement dans les rangs ennemis. Major général Arne Jutilenen, commandant de la région de Kola, affirma même que la ligne de défense ne tenait que grâce à des hommes comme Eiha. Sa présence non seulement éliminait des ennemis, mais remontait aussi le moral de ses camarades. Pour les soldats finlandais, il était la preuve vivante que, même face à un ennemi numériquement supérieur, le courage et l'habileté pouvaient équilibrer la balance. Pendant ce temps, les Soviétiques intensifiaient leurs efforts pour le traquer. Des snipers d'élite furent envoyés spécifiquement pour le trouver, mais ils finirent tués avant même de réaliser sa position. À chaque échec, la légende grandissait. La simple rumeur que Eiha se trouvait dans une certaine zone suffisait à paralyser les avancées et à semer la peur. L'hiver rigoureux qui accablait les envahisseurs semblait être un allié naturel du tireur. Il supportait le froid extrême avec discipline, restant des heures allongées dans la neige, immobile, attendant le bon moment. Sa patience était quasi surhumaine. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'hésitation. Chaque tir était calculé, chaque mouvement était précis. Au fil des semaines, l'Union soviétique réalisa qu'elle n'affrontait pas seulement une armée, mais aussi des individus capables de transformer la guerre en cauchemar. Et parmi eux tous, aucun n'était aussi craint que la mort blanche. Au fil des mois, la légende de la mort blanche grandissait de jour en jour. Les Soviétiques, humiliés par des défaites successives face à une armée bien plus petite, voyait en Eiha un symbole de ce qu'il y avait de plus redouté sur le front de Kola. Il n'était pas seulement un tireur d'élite, c'était un fantôme qui apparaissait et disparaissait dans la neige, ne laissant derrière lui que le silence et des corps tombés. L'Union soviétique ne pouvait ignorer la menace. Des snipers d'élite furent envoyés avec la mission exclusive de le traquer. Aucun ne revint. L'artillerie lourde fut déployée contre des forêts entières, simplement pour tenter d'éliminer un seul homme. Mais Eiha s'échappait toujours. Sa discipline et sa connaissance du terrain le rendaient pratiquement insaisissable. En février 1940, alors que la guerre durait depuis plus de 2 mois, les Soviétiques intensifièrent leurs attaques. C'est à cette période que Eiha atteignit ses chiffres les plus impressionnants. On estime qu'en un peu plus de 100 jours de combat, il a abattu plus de 500 soldats ennemis. Ce chiffre, confirmé par des témoins de son unité, le place comme le sniper le plus létal de l'histoire militaire. Mais la chance ne pouvait pas durer éternellement. Le 6 mars 1940, lors d'un affrontement intense dans la région de Kola, Eiha fut touché au visage par une balle explosive tirée par un soldat soviétique. Le projectile lui traversa la mâchoire et ressortit par la joue, détruisant une partie de son maxillaire. Ses camarades le trouvèrent inconscient, gravement blessé, et crurent qu'il ne survivrait pas. Transporté d'urgence pour recevoir des soins, il passa des jours entre la vie et la mort. La blessure était si grave que, selon les récits, lorsqu'il fut secouru, la moitié de son visage avait tout simplement disparu. Pourtant, contre toute attente, Eiha survécut. Il resta dans le coma pendant 1 semaine et ne reprit conscience que le 13 mars 1940, le jour même où la guerre d'hiver prenait fin avec la signature du traité de paix entre la Finlande et l'Union soviétique. Convalescence fut lente et douloureuse. Eiha passa des années en traitement, subissant de nombreuses opérations de chirurgie reconstructrice. Malgré les séquelles physiques, il ne perdit jamais son esprit résilient. Il devint un héros national, symbole de la résistance finlandaise contre un ennemi bien plus puissant.
L'impact de son action fut immense. Pour les Finlandais, il représentait le courage d'un petit peuple qui refusait de se rendre. Pour les Soviétiques, il était le souvenir amer que la supériorité numérique ne garantit pas toujours la victoire. Son histoire commença à circuler dans les journaux internationaux, faisant de lui une figure quasi mythique. Même après la guerre, Heiha resta simple. Il retourna à sa vie d'agriculteur et de chasseur, vivant discrètement dans sa ferme. Il ne chercha jamais la gloire ou la reconnaissance. Quand on lui demandait comment il avait accompli de tels exploits, il répondait de manière brève et directe « l'entraînement ». Cette humilité ne fit que renforcer son image d'homme ordinaire qui, dans des circonstances extraordinaires, a réalisé des exploits extraordinaires. Après la guerre d'hiver, Simo Heiha connut un long processus de rétablissement. Les chirurgies reconstructrices lui rendirent une partie de son apparence, mais les cicatrices de sa blessure restèrent à jamais. Pourtant, il ne montra jamais de regrets ni de ressentiment. Pour lui, il avait simplement accompli son devoir de soldat et de citoyen finlandais. Le gouvernement finlandais reconnut sa bravoure par de nombreuses décorations. Il reçut la médaille de la liberté de première et de deuxième classe, la croix de la liberté de troisième et de quatrième classe, ainsi que la croix de la bataille de Kola. Il fut promu sous-lieutenant, un grade qui symbolisait le respect qu'il avait gagné non seulement parmi ses camarades, mais dans toute la nation. Malgré sa renommée, Heiha resta fidèle à ses origines. Il retourna à sa vie simple d'agriculteur et de chasseur, vivant discrètement dans sa ferme. Il accordait rarement des interviews, et quand il le faisait, ses réponses étaient courtes et directes. Lorsqu'on lui demandait comment il avait accompli tant d'exploits, il se contentait de dire « l'entraînement ». Cette humilité renforça encore plus son image d'homme ordinaire qui, dans des circonstances extraordinaires, a réalisé des exploits extraordinaires. Au fil des décennies, son histoire est devenue une partie de l'identité nationale de la Finlande. Pour les Finlandais, Heiha symbolisait la résistance d'un petit peuple qui a affronté un géant sans se rendre. Pour les militaires du monde entier, il est devenu un exemple de discipline, de patience et de technique. Encore aujourd'hui, ses tactiques sont étudiées dans les académies militaires, notamment sa capacité à utiliser l'environnement à son avantage et sa décision de ne pas utiliser de lunettes de visée pour éviter les reflets. Heiha a vécu jusqu'en 2002, s'éteignant à l'âge de 16 ans. Il est mort comme il a vécu, tranquillement, loin des projecteurs, mais entouré du respect de son peuple. Son parcours a traversé le XXe siècle comme un rappel que la guerre n'est pas seulement gagnée par les chiffres ou la technologie, mais aussi par la détermination d'individus qui refusent de céder. L'héritage de la mort blanche reste vivant. Il ne fut pas seulement le sniper le plus létal de l'histoire, mais aussi un symbole de la lutte d'un peuple pour sa survie. Son histoire continue d'inspirer des livres, des documentaires et des études, rappelant toujours que, au milieu du chaos de la guerre, le courage d'un seul homme peut devenir une légende. Bien que Simo Heiha soit devenu le sniper le plus létal de l'histoire en seulement 100 jours de combat, il ne fut pas le seul tireur d'élite à marquer de son nom la Seconde Guerre mondiale. Sur différents fronts, d'autres personnages se sont également distingués, chacun avec son style, ses techniques et son contexte. Union soviétique, le nom le plus célèbre est celui de Vassili Zaïtsev. Pendant la bataille de Stalingrad en 1942, Zaïtsev devint un symbole de la résistance soviétique contre l'invasion nazie. Avec environ 225 victimes confirmées, il fut érigé en héros national par la propagande soviétique. Son histoire fut largement diffusée dans les journaux, les livres et même au cinéma, devenant une icône culturelle. Contrairement à Heiha, qui agissait de manière discrète et quasi anonyme, Zaïtsev fut utilisé comme un exemple de courage pour inspirer des millions de soldats et de civils.
Un autre nom impressionnant fut celui de Lyudmila Pavlychenko, connue comme la Dame de la Mort. Elle fut la femme sniper la plus létale de l'histoire, avec 309 victimes confirmées. Opérant également pour l'armée rouge, Pavlychenko se distingua non seulement par sa précision, mais aussi par sa résistance lors de combats prolongés. Après la guerre, elle devint une personnalité publique, voyageant même aux États-Unis pour donner des conférences et des interviews. Son parcours a montré que, même dans un environnement dominé par les hommes, les femmes ont également joué des rôles décisifs dans la guerre. En Allemagne, Matthäus Etzenauer, un sniper autrichien de la Wehrmacht, accumula 345 victimes confirmées. Il opéra principalement sur le front de l'Est, affrontant les Soviétiques dans des batailles sanglantes. Contrairement à Eiha, Etzenauer utilisait des lunettes de visée télescopique modernes, profitant de la technologie disponible pour augmenter son efficacité. Ces exemples montrent que la figure du sniper a été centrale sur plusieurs fronts de la Seconde Guerre mondiale. Mais aucun d'entre eux n'a atteint la combinaison de chiffres, de simplicité et d'impact psychologique que Simo Heiha a représenté. Alors que d'autres ont opéré pendant des années, Heiha a réalisé ses exploits en seulement 100 jours, en utilisant un simple fusil sans lunettes et en affrontant des conditions climatiques extrêmes. C'est cette différence qui le place à un niveau unique dans l'histoire militaire. Comparer Heiha à Zaïtsev, Pavlychenko ou Etzenauer ne diminue pas l'importance de ces noms. Au contraire, cela renforce l'idée que, au milieu de guerres gigantesques, des individus isolés ont réussi à devenir des symboles de résistance, de courage et d'habileté. Mais parmi eux tous, la mort blanche reste la légende la plus impressionnante. Non seulement par le nombre de victimes, mais par la manière dont il a transformé la peur en arme et la neige en allié.